Bonjour, cette vidéo est sans doute l'une de celles qui résume le mieux la finalité de cette chaîne, réconcilier écologie, économie et qualité de vie. En proposant les principes d'une méthode, en les illustrant de plusieurs exemples dans des domaines très différents, la mode, le BTP, les pneus, l'interview de Thomas Busutil prouve en effet à quel point le pari de la transition, de la durabilité, du régénératif peut être gagnant tant pour les entreprises que pour les organisations européennes et pour nous. Il peut être gagnant si, et je crois seulement si, on parvient à nous convaincre que l'on peut pour partie transformer un problème, le changement climatique par exemple, en une opportunité, en une plus-value, en une qualité nouvelle pour chacun de nous. C'est ce pari que j'ai voulu explorer en créant cette chaîne. Un de mes buts est de prouver par l'exemple que ce pari n'est pas si difficile, qu'il peut être même l'une des solutions pour repositionner l'économie européenne. Ce n'est pas facile tous les jours, je le reconnais. L'ambiance internationale notamment ne pousse pas à l'optimisme. Mais à chaque interview, à chaque rencontre, c'est une énergie de plus pour avancer. Celle avec Thomas ne déroge pas à cette règle. Au contraire. C'est en effet aussi ce pari que travaille le cabinet de Thomas Busutil, la 5e saison, c'est son nom. Son métier consiste à réinventer les business models pour réconcilier l'homme et le vivant. J'adore cette promesse. J'ai choisi de conserver une interview très longue, presque 20 minutes. Vous managez des organisations, publiques comme privées, vous êtes étudiant et vous cherchez à donner plus de sens à vos formations et à votre future carrière, vous êtes élu local, national, européen et plus encore. Si vous pensez que le monde d'avant, en mode Trump, est une solution et que la formule drill, baby drill, construit l'avenir, je respecte votre opinion même si ce n'est pas du tout la mienne, permettez-moi un conseil. Prenez 20 minutes. 20 minutes, c'est rien. Et qui sait, peut-être qu'à l'issue de ces 20 minutes, nous aurons tous, presque tous, une furieuse envie d'inventer ces innovations à impact pour régénérer la planète et la société. Inventeurs et expérimentateurs de tout poil, en avant. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour d'autres sujets. Je suis économiste de formation et ce qui me caractérise, c'est que ça fait plus d'un quart de siècle maintenant que je travaille sur des questions de durabilité. D'abord en ayant défriché cette fonction de directeur développement durable, devenu directeur RSE dans plusieurs grands groupes, hein, Vinci, Kering, SFR, et ensuite en étant passé de l'autre côté de la barrière et en ayant accompagné maintenant plusieurs centaines d'entreprises de leur démarche RSE à des démarches que je trouve plus intéressantes de mon point de vue d'innovation durable, où là on va vraiment repenser, en tout cas essayer de repenser le modèle d'affaires. Et donc je me suis spécialisé, si je puis dire, sur ces modèles d'affaires durables. On va en reparler. La plupart encore des entreprises, des chefs d'entreprise voient la durabilité comme une contrainte. C'est plus compliqué, ça coûte plus cher, voilà. Je pense que tout l'enjeu, c'est effectivement de leur montrer que non seulement c'est pas antinomique avec le business, mais qu'au contraire, ça va nourrir, enrichir, dans tous les sens du terme, cette façon de penser son business. Même si je pense qu'il faut reconnaître que c'est complexe. On est face à un monde qui est de plus en plus complexe et incertain. Donc l'idée, c'est aussi de montrer comment ce prisme de la durabilité va permettre justement de répondre de façon intelligente et dans une logique business à ce monde de plus en plus complexe et incertain. Donc ça, c'est la première, je pense, des choses. Après, l'idée, c'est de donner des clés, de dire, voilà, comment on s'y prend, qu'est-ce que ça veut dire, et notamment, qu'est-ce que ça veut dire dans le changement d'état d'esprit que doit avoir, doivent avoir, donc un COMEX et évidemment l'ensemble de l'entreprise derrière, pour repenser son modèle d'affaires. Moi, le travail que j'ai fait, c'est effectivement de réfléchir à c'est quoi ces grands types de modèles et c'est quoi les clés justement pour penser autrement. Moi, j'en ai trouvé quatre, hein. Après il y en a peut-être d'autres. Donc, je donne toujours un bon exemple qui est Michelin, hein, pour vendre des pneus, notamment les pneus de camion. Ils ont développé une offre qui passe de la vente de pneus à de la vente de kilomètres parcourus. Donc, on voit bien que là, on passe bien dans une idée de position à usage. Et ensuite, ils ont fait un deuxième changement de modèle. Donc, non seulement je vous vends 50 000 kilomètres, mais je vous l'assortis d'une performance environnementale, en l'occurrence, qui était liée à la consommation de carburant. Donc, je dis, voilà, je vous fais 50 000 kilomètres et vous allez consommer moins de 500 litres de carburant pour les faire. Et si c'est plus, c'est pour ma pomme. On voit bien qu'il y a aussi un modèle exigeant. Il faut faire attention à la façon de contractualiser. Donc voilà, ça typiquement, c'est une première façon de changer les choses. Et on voit bien que quand on fait ça, ben, on va pousser, on décale le modèle qui est majoritairement volumique, hein, sur la vente de produits, à de la vente de services. Et plus on pousse sur la partie servicielle, plus on allège notre empreinte. Donc c'est ça qui est intéressant. Et quand on pousse vers cette logique de service,
c'est aussi une façon de se différencier. Vous voyez bien qu'avec ce modèle-là, Michelin a pu aller voir les directeurs financiers de ses clients et dire, voilà, grâce à ce modèle, je vous fais passer des coûts variables à des coûts fixes. C'est-à-dire que vous savez pertinemment, sur chaque camion que vous mettez sur la route, combien ça va vous coûter. Et pendant 3 ans, ils ont été totalement océan bleu, comme on dit, c'est-à-dire zéro concurrence. Et aujourd'hui, c'est quand même une part significative de leur chiffre d'affaires. Donc voilà typiquement un premier type de modèle sur la servicialisation. Pardon. Après, il y a le modèle circulaire, bon ça il est plus connu, c'est comment je pense en boucle fermée. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment on va juxtaposer ces modèles. Vous voyez bien que si je reprends l'exemple de Michelin, le fait de rester le propriétaire des pneus, ça les a obligés à penser aussi circulaire, c'est-à-dire à développer toute une expertise de collecte et de rechapage des pneus pour pouvoir proposer des pneus de seconde main. Donc voilà, c'est ça aussi cette boucle circulaire qu'il faut travailler, et l'idée c'est aussi d'y rajouter sur cette boucle circulaire des logiques territoriales, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'écologie industrielle, c'est-à-dire que les déchets des uns vont être les matières premières des autres. Voilà, j'ai une usine de chocolat, je produis donc des déchets organiques, ces déchets organiques, si on les brûle, ça va faire de l'énergie. Si à côté j'ai une entreprise qui a besoin de, je sais pas, une scierie par exemple, qui a besoin de beaucoup d'énergie pour produire, elle va pouvoir réutiliser ces déchets organiques pour faire de la biomasse et pour faire de l'énergie. Également un point clé de tous ces modèles qui est la logique écosystème de partenaires. Dans mon exemple, j'ai besoin de mon usine de chocolat pour avoir mon énergie de biomasse qui va me servir. Si je reprends Michelin, l'offre servicielle qui est de dire je vous vends 50 000 km à sortie de service, c'est notamment lié au fait que si vous crevez un pneu, je vais m'engager, moi, à vous, en moins de 3 heures, à venir vous changer le pneu. Pour faire ça, ils ont dû passer des accords avec 1200 garagistes dans toute l'Europe. Donc ça aussi, c'est un point très très important et qui n'est pas du tout évident à faire comprendre aux dirigeants, c'est on ne peut plus faire tout seul. Il faut penser écosystème. De la même façon qu'un système vivant, c'est un écosystème. Il y a une interdépendance, c'est un des grands principes du vivant. Donc le troisième point, c'est l'économie collaborative. Là, j'aime bien prendre l'exemple de La Ruche qui dit oui. La façon dont les cofondateurs de La Ruche qui dit oui, ils n'ont pas pensé à comment on va développer un nouveau business dans l'alimentaire. C'est comment je peux avoir des produits sains près de chez moi pour me nourrir. Et c'est comme ça qu'ils ont pensé le business model. Donc, on rentre par un défi sociétal environnemental et on va en fait travailler dans une logique communautaire pour créer de la confiance. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont connecté des producteurs de fruits, de légumes, de fromage, ce qu'on veut, de miel, avec des consommateurs locaux, dans une logique territoriale, et ils ont fait cette interface avec un lieu physique qui est la ruche, mais qui peut être une gare, qui peut être tout un tas d'espaces, qui permet de faire se rencontrer producteurs et consommateurs, donc de créer la confiance. Ça, c'est le troisième modèle. Et le quatrième modèle, c'est le modèle inclusif. Le modèle inclusif, c'est comment je rends accessibles mes produits et mes services. Et accessible, il faut le comprendre dans plusieurs sens. C'est-à-dire, ça peut être de l'accessibilité économique et financière, ça peut être de l'accessibilité sociale, ça peut être de l'accessibilité territoriale, physique, géographique, d'accord? Et donc, en fonction du contexte, on peut juxtaposer ces différentes formes d'accessibilité. Le meilleur exemple que j'aime bien donner là aussi, c'est le compte nickel. Le compte nickel, c'est un compte en banque sans banque, puisque c'est un compte que vous ouvrez non pas dans une banque, mais dans un bureau de tabac. Là aussi, la façon dont ils l'ont pensé, c'est l'exclusion sociale. Si vous n'avez pas de compte en banque aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter de voiture, vous ne pouvez pas acheter d'appartement, c'est extrêmement excluant. Donc là, c'est de dire comment je peux donner un compte en banque sans banque à des gens qui en ont besoin et qui en sont exclus. Et ils ont continué à avoir aussi cet angle-là. Par exemple, ils ont ouvert un compte pour les 12-18 ans pour leur apprendre à gérer leur argent. Parce que souvent, ces gens exclus, souvent, ils sont en surendettement. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Ils ont fait ça super bien avec des gaming, des jeux et machin pour les jeunes, là, mais ils font aussi pour les adultes. Et donc, ils ont bien une mission sociale qui est accolée à leur modèle économique. Et c'est un vrai modèle inclusif, à la fois économiquement et socialement. Voilà, donc l'idée, vous voyez, c'est là, j'ai brossé des grandes caractéristiques de modèle. Ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer par une de ces portes, mais on va visiter toutes les portes. C'est-à-dire comment on va juxtaposer un modèle fonctionnel et circulaire et inclusif et collaboratif. Plus on juxtapose, plus on crée, on enrichit le modèle, on le rend plus robuste et on le rend plus rentable. Quand on travaille sur la multifonctionnalité des espaces, moi j'ai fait pour un grand groupe de construction, vous travaillez sur un restaurant d'entreprise, aujourd'hui, ça a une fonction utilisée pendant 3 heures. Si vous le pensez de façon multifonctionnelle, donc dans l'intensité d'usage, vous pouvez lui trouver cette fonction pendant 15 heures. Okay, donc voilà comment on va enclencher cette dynamique d'innovation durable qui va donc juxtaposer ces différents modèles pour en assurer la rentabilité et aussi l'impact qui va être d'autant plus fort
On aura aussi juxtaposé parce que ça va à la fois on va travailler sur l'impact environnemental, sur l'empreinte et sur toute la création de valeur sociale et sociétale. Sur la partie résidentielle, on a travaillé par exemple sur comment supprimer la deuxième voiture du ménage. Donc l'idée, c'est d'avoir un pool de voitures partagées à l'échelle soit d'une grande résidence, soit d'un écoquartier. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un volume, on va dire, suffisant pour que le modèle soit rentable. Et l'idée, c'est de dire, alors on va plutôt s'adresser à madame, hein, on va laisser son gros 4x4 à monsieur, et on va dire, voilà madame, ce qu'on va vous vendre, là aussi, sinon pas... on va vous vendre un taux de disponibilité. Donc vous allez pouvoir vous séparer de votre voiture et nous, on vous vend un taux de disponibilité, c'est-à-dire capacité à vous fournir un véhicule quand vous en avez besoin, semaine et week-end inclus. Et on est quand même arrivé à 97% de taux de disponibilité H24. Avec un modèle comme ça, on réduisait de 60% le taux d'émission lié au même parc de véhicules. Vous savez, donc un véhicule, aujourd'hui, c'est utilisé entre 8 et 12% du temps, sur 24 heures. Voilà, c'est donc entre 1,5 et 3 tonnes d'acier, de composants, de métaux rares et déjà, qui sont immobilisés et qui prennent entre 4 et 5 mètres de long sur 1,80 m, 2 mètres de large sur une route. En termes de gaspillage, on peut difficilement faire mieux qu'une voiture. Et évidemment, derrière, ça crée du lien social. Vous créez une communauté, un peu comme l'a fait Blablacar, là aussi. Voilà. Blablacar a fait une étude qui montre que si tout le monde faisait du copartage, du covoiturage, on pourrait baisser de 90% le parc automobile actuel. Bon, évidemment, sans aller jusqu'à ces extrêmes. On voit bien l'impact que ça pourrait avoir en termes d'émissions de CO2, notamment, mais aussi de création de liens sociaux. Souvent, on dit, voilà, quand on veut, on peut. D'accord? Sauf que non. Si je me place en termes de consommation durable, si vous n'avez pas d'alternative, vous avez beau vouloir, vous ne pouvez pas. Donc on va renverser la proposition de valeur, et c'est quand on peut, on veut. C'est-à-dire, donc pour faire ça, il faut d'abord accompagner les consommateurs sur c'est quoi l'impact de vos décisions et de vos actes. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas culpabiliser les gens, c'est pas de dire oh regardez vous êtes mauvais, regardez l'impact que vous avez, c'est dire voilà l'impact que vous avez, et tout de suite derrière, on vous propose une alternative. Donc il faut avoir travaillé avant l'alternative, pour la proposer en même temps qu'on fait prendre conscience des impacts. Et après c'est vous qui choisissez, mais vous choisissez en toute connaissance de cause. Vous avez votre impact, et nous on vous offre quelque chose d'autre. Et il y a aussi cette interdépendance, encore une fois, et ce bénéfice mutuel qu'on va avoir à tous jouer le jeu, à la fois d'un point de vue économique, et ça c'est important pour le consommateur, évidemment, mais aussi de lui donner cette reconnaissance qu'au-delà de l'aspect économique, il va, grâce à son comportement, créer de la valeur environnementale et ou sociale et ou sociétale. Quand on fait ça, comme ça, là c'est durable, hein, dans tous les sens du terme, y compris durable au sens du temps. Voilà, la temporalité. Et je vais vous donner un autre exemple qui va complètement dans ce sens-là, qui va l'illustrer. On travaille avec une entreprise qui fait de la location de bases vides chantier. Ce que faisaient les Bouygues, les Eiffage et autres, c'est dire j'ai 3 fournisseurs de base, toi tu me l'as fait à combien la journée, toi et chaque fois je vais essayer de raboter. L'idée, ça va de dire, attendez, comment on peut vous accompagner à changer votre business model pour totalement vous différencier? On a réfléchi sur cette offre servicielle et aujourd'hui, la proposition de valeur qu'on est en train de développer avec eux, c'est de dire, voilà, ce que je vais vous vendre, c'est la sérénité des équipes, la sérénité de vos équipes sur les chantiers et l'efficacité du chantier. 2 trucs totalement immatériels. Là aussi, dire, qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça veut dire vendre de la sérénité. Et donc, évidemment, on l'a structuré dans une offre de service, cette fois bien matérielle. L'idée, c'est qu'on a créé un audit de sérénité, et donc on renverse la relation client, c'est-à-dire que c'est nous qui allons voir monsieur le client, qui dit, voilà, monsieur le client, on va réfléchir, on a identifié 5-6 domaines sur la sécurité, le confort, machin, d'accord? On va parcourir ces 5-6 domaines ensemble, et on va définir ensemble quel est le niveau de sérénité que vous souhaitez avoir sur votre chantier pour vos équipes. Et en fonction de ça, nous, on va vous faire une offre servicielle, un bouquet de services sur les douches, l'eau chaude, quoi réchauffer la gamelle, machin, bidule, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que là, en plus, quand on est dans cette logique servicielle, on peut avoir différents niveaux de service. Et donc, vous voyez bien que là, déjà, on décale complètement la proposition de valeur. Et là, c'est pareil, océan bleu, à nouveau, j'ai plus de concurrents. J'arrête le côté mortifère de dire toi tu me le fais à 30 € la journée, il faut le faire à 29,50 €, et puis finalement maintenant c'est 29 et ainsi de suite. Et derrière, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus difficile à challenger puisque vous êtes dans de la qualité de service. Donc ça change complètement à la fois votre modèle économique et effectivement votre métier. Il faut anticiper ça et dire voilà qui va être touché à l'intérieur de l'entreprise et comment je fais évoluer l'organisation en même temps que je fais évoluer mon modèle et mon métier, mes métiers.
Michelin, tout a failli foirer, passez-moi l'expression, quand ils ont lancé l'offre, parce qu'ils avaient sous-estimé l'ampleur du changement structurel et culturel de cette nouvelle offre pour les vendeurs. Le type dit: «Attendez, moi ça fait 20 ans que je vends des pneus, vous êtes gentil, mais moi je sais pas vendre votre truc là». «Qu'est-ce que ça veut dire?» «Je vends du service, moi je suis vendeur de pneus, venez pas m'embêter avec ça pour rester poli». D'accord? Donc c'est évident, que tout doit bouger en même temps et que c'est pour ça que dans la façon de concevoir tout ça, dans la méthodologie, en tout cas moi tel que je l'ai pensé, il y a bien ces différentes étapes. Je vais vous prendre un autre modèle, un autre exemple dans ce qu'on a fait sur la mode, notamment là c'est avec la marque Bocage, donc du groupe Eram. On a co-designé, si je puis dire, la première offre de location de chaussures multivie. Donc, vous voyez là, on a couplé un modèle fonctionnel. Donc, vous avez l'usage de votre chaussure, vous n'êtes plus propriétaire de vos chaussures. Vous en avez l'usage pendant un temps déterminé. Et comme on restait propriétaire de la chaussure, c'est un peu comme Michelin, on a aussi réfléchi à comment on peut coupler ça à un travail de reconditionnement à échelle industrielle dans la seule usine française qui leur reste. Voilà. Et donc, on a aussi créé de l'activité, voilà, usine avec une activité déclinante. On a recréé une activité qui a permis notamment la pérennité de l'usine, qui est toujours là et qui marche très bien, pour donc mixer cette idée de je vous vends plus une paire de chaussures, je vous en donne l'usage, et je vais en même temps travailler sur un modèle de reconditionnement et créer des points de vente comme Neuve ou un site. Pareil, maintenant ils ont mutualisé ça avec plusieurs marques du groupe. Donc ils ont une espèce de marketplace de seconde main digital et puis vous trouvez des points de seconde main, des points de vente de seconde main en magasin. Ça s'appelle Comme Neuve. Et je vous mets au défi d'ailleurs de voir la différence sur le premier reconditionnement, hein, entre neuf et reconditionné. Aujourd'hui, sur les magasins les plus engagés, notamment celui qui est rue de Rivoli à Paris ou celui qui est à Nantes, c'est entre 3 et 10% de chiffre d'affaires additionnel. Et vous voyez, quand on a pensé ce modèle, on s'est dit qu'est-ce que ça peut créer comme valeur sociétale. On est parti d'une étude qui montrait que, et je pense qu'elle est largement sous-estimée, les femmes, quand elles se lèvent le matin et qu'elles se regardent dans la glace, ont 2 fois plus de pression sociale que les hommes. Donc on s'est dit comment cette offre peut être un levier pour donner plus de confiance en elles aux femmes. Et donc là aussi, on a formé les conseillers de vente pour que dans l'expérience client, qui est enrichie, il y a un moment une question de dire voilà, vous avez loué une paire de sandales noires, sachez qu'on a les mêmes en orange ou en jaune pétard, et que si vous avez jamais osé acheter une paire de orange de sandales chat, c'est pas grave puisque là vous êtes un modèle locatif, donc si vous vous sentez pas bien psychologiquement avec votre paire de sandales orange, vous pouvez revenir et puis on vous en redonne des noires, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez essayer, puisque vous prenez pas le risque de dépenser une centaine d'euros dans votre paire de sandales. Donc, ce qu'on a vu dans les 1000 premières clientes, c'est que entre 10 et 12%, donc c'est pas neutre, des clientes avaient effectivement osé des choses qu'elles n'auraient pas osé dans un modèle de vente classique. Donc, on a pu influencer, valider, valoriser le fait que la façon de penser le modèle dans cette logique systémique avait aussi créé de la valeur sociétale grâce à cette originalité, cette singularité qu'on a mis dans le modèle. Et vous voyez que là aussi, c'est une autre façon de singulariser votre proposition de valeur, d'enrichir l'expérience client et de fidéliser vos clients. Et donc j'intègre aussi et j'explique là aussi aux dirigeants, j'ai toute une petite partie de la présentation sur, déjà partageons le fait que collectivement, nous ne sommes pas physiologiquement faits pour changer. Et je montre des IRM de cerveau, hein, c'est pas des trucs de gourou, c'est de la science. C'est des IRM de cerveau qui montrent pourquoi c'est compliqué. J'ai pas le temps de détailler là, mais voilà. Et on fait des exercices pour faciliter ce changement de mode mental, pour accepter de changer d'abord et réfléchir sur comment on fait. Si vous commencez par parler du contexte, de tout ce qui va mal et machin, vous mettez les gens justement dans le mode mental automatique là, qui est derrière. Donc c'est en rétraction cognitive. Et tant qu'on est comme ça marche pas. C'est pas la peine. C'est de faire boire un âne qui n'a pas soif, comme on dit. Donc il faut ouvrir. Et donc pour ouvrir, il faut dire voilà le constat. L'idée c'est pas de ne pas partager les constats et faire comme si tout allait bien. C'est-à-dire on partage les constats, mais tout de suite derrière, on montre des solutions. Et moi, tout ce que je montre, tous les exemples, toutes les pratiques inspirantes, c'est ici et maintenant. Ça existe. Vous voyez, je leur dis voilà, quel que soit, et j'en trouve sur tous les secteurs. Donc l'idée, c'est de dire, vous voyez, donc le constat, la situation est grave, elle n'est pas désespérée, mais si on finit par pas bouger, elle va finir par être désespérée. Aujourd'hui, elle ne l'est pas, mais elle est grave, voire critique. Et voilà pourquoi. Une fois qu'on a partagé ça, c'est tout de suite de dire, derrière, regardez, néanmoins la solution, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça.
Et tout ça, c'est pas de la science-fiction, ça existe. Alors parfois un modèle pré-industriel, mais ça existe. Donc l'idée, c'est de dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? On explique ce qui se passe si on fait rien. On dit, mais attendez, il y a un moyen de faire. Maintenant, vous choisissez. On y va, on n'y va pas. Et en général, quand vous commencez comme ça, et que il faut trouver les bons arguments, notamment les arguments business. Et dans le business, moi, je dis, j'ai une logique d'économiste. Et moi, ma logique, c'est d'accompagner les entreprises qui souhaitent repenser leur modèle en interrogeant justement ces questions-là et en abordant ces questions-là. Et moi, l'idée, c'est de leur dire, voilà, j'ai une méthodologie qui va vous sécuriser, si je puis dire, qui prend en compte toutes ces phases-là. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur toute cette méthodologie pour dire, voilà, moi, je sais pertinemment où je veux vous emmener, vous me faites confiance et on va y aller, mais je vais commencer par vous déstabiliser. Et si j'y arrive pas, c'est déjà un problème. C'est-à-dire, moi, il faut que la fin du premier jour qu'on passe ensemble, vous me dites: «Je suis complètement largué, là, je sais plus où on va». Ah bah, c'est génial. Si c'est ça, j'ai atteint mon premier objectif. Si je vous fais perdre vos repères, voilà, tous vos stéréotypes, vos préjugés et tout ce qu'on veut. Et après, on va reconstruire. Et en partant de vos actifs, ce qui est très important, en partant de vos actifs existants. Moi, je dis toujours, ce qu'on va inventer, c'est quelque chose de nouveau, mais on va le faire en partant de ce que vous avez, en magasin. Et en fait, vous sous-valorisez ce que vous avez en magasin. C'est vous n'êtes pas conscient déjà, on va tout remettre à plat, on va le partager, tous vos actifs matériels et immatériels, et on va faire des liens entre ces actifs que vous ne faites pas parce que vous êtes, c'est classique, hein, c'est pas un reproche. C'est l'entreprise, elle est silotée avec chacun son métier, son machin, et chacun a ses ornières. Là, l'idée, c'est de dire, bah non, on voit ça de façon systémique. Et que quand on voit ça comme ça, on fait des liens entre les différentes ornières qui donnent bah, des nouvelles offres, des nouvelles façons de penser, des nouvelles capacités à faire, des nouvelles opportunités de créer des liens avec d'autres acteurs. Voilà.